Ce final de saison 3 de The Mandalorian a eu sur moi un double effet qui se coule. D'un côté, j'étais au bord de mon siège et à fond dans l'action non-stop pendant 30 minutes. De l'autre, quand c'était terminé, je me suis dit quand même, niveau cohérence scénaristique, les mecs ne se sont pas foulés. Petit rappel de rigueur, il y aura des tas de spoilers sur ce final dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, une annonce, et c'est un incroyable rendez-vous, et je pèse mes mots puisqu'il s'agit d'une discussion exclusive avec l'écrivain de fantasy le plus populaire du moment, Brandon Sanderson, mais aussi avec Harriet McDougal, éditrice et veuve de Robert Jordan, l'auteur original de La Roue du Temps. La Roue du Temps est une œuvre majeure de la fantasy dont la traduction complète est enfin disponible en français depuis fin 2022. Pour la première fois en France, nous pourrons poser de nombreuses questions à Harriet et Brandon sur cet univers notamment. Je vous invite avec fierté à ce rendez-vous, c'est ce vendredi 21 avril à 21h15 sur Twitch, soyez là. Reprenons avec la fantasy spatiale la plus célèbre de la galaxie. Vous reprendrez bien une petite louche de baston épique, je suppose, entre Axe Woves qui traverse l'atmosphère en mode Rocketeer apocalyptique et Din Djarin en mission duo suicide. L'épisode a vraiment su me convaincre que le pire pouvait arriver pour au moins certains de ces personnages. Au final, un poignet foulé et un sabre mythique bousillé, on peut dire que les pertes sont relativement contenues. Je reviendrai sur ce point bien sûr. Je suis peut-être trop bon public sur le sujet, c'est parfois ce que je me dis en lisant quelques commentaires vraiment blasés, mais encore une fois, aussi bien sur la réalisation que les effets visuels, j'ai été largement convaincu sur cet épisode comme le précédent. Alors bon, il faut l'admettre, Star Wars étant Star Wars, des bases incroyables qui se font bolosser par 3 personnes et pas mal de chance, ce n'est pas totalement déconnant. Commençons par le cas Din Djarin. D'un côté, on a une évasion et un sauvetage très plaisant, en termes de chorégraphie de combat et de satisfaction sur le timing de l'arrivée de Mecha Grogu. De l'autre, on n'a absolument aucune justification sur le fait de ne pas avoir exécuté Mando en fin d'épisode 7, puisque de toute évidence, Gideon n'avait absolument rien à foutre de son ADN pour son programme de clone, il a juste fait prisonnier parce que le scénario. Exactement dans la même veine qui vient irriguer tout l'épisode de toute manière, on a la sortie extrêmement stylée des TIE Interceptor avec ce bruit qui témoigne 40 ans plus tard du génie de Lucasfilm dans le sound design, mais l'incapacité des pilotes à capter que toute la flotte mandalorienne s'est barrée à l'exception du vaisseau principal. GG les mecs. Et je suppose que vous étiez comme moi, vous vous attendiez à un véritable sacrifice héroïque de la part de Axe Woves, mais au final, on ne comprend même pas comment les Interceptors n'ont pas réussi à terminer le travail dans l'espace, notamment en ciblant la cabine de commandement du vaisseau. Alors c'est beau, et ça fonctionne sur le coup, c'est facile comme tout le reste de l'épisode, sur lequel il ne fait pas bon réfléchir trop longtemps. Revenons à Din Djarin et Grogu, on a donc ce crétin de Moff Gideon qui suit leur progression sur un écran, qui connaît exactement leur localisation et annonce qu'il va s'occuper d'eux lui-même. Mais ce gros débile ne fait absolument rien pour sécuriser au maximum ces fameux clones, par exemple en allant les protéger lui-même. Mais qu'il est con. Par ailleurs, on a toujours ce fonctionnement un peu ridicule des bases avec un port en libre accès avec écrit « Piratez-moi » dessus en rouge fluo et paf, le R5. C'est justement ce que fera l'Astromech, toujours en mode R2D2 moins courageux, mais tout aussi efficace au final. Pourquoi cet accès existe-t-il et pourquoi n'est-il pas protégé? Parce que le scénario. Mais bon, oui, je sais, ça reste un classique de Star Wars, alors on doit encaisser la facilité sans broncher. La scène de Mando qui va vaincre les gardes 2 par 2 est tellement badass que je ne peux pas vraiment en dire du mal. Alors oui, bien sûr, on se demande pourquoi les armures en Beskar encaissent des chutes de 15 mètres de haut, mais pas les coups de poing dans la tronche. Pourquoi les gardes sont aussi mauvais? Mais bon, la scène reste bien filmée, et une telle démonstration de force et de détermination pour le personnage principal, j'ai pas pu bouder mon plaisir, loin de là. Que dire de plus sur les Moff Gideon, les clones du Moff, si ce n'est que la connerie du gars n'avait certainement pas besoin d'être démultipliée. Au final, le lavage de cerveau express de Pershing visait en fin d'épisode 3 sans doute uniquement à empêcher quiconque d'autre d'aboutir à un résultat comparable. Super. Les yeux du clone qui s'ouvrent dans la cuve seront au final aussi utiles que ceux du mythosaure dans les profondeurs de la déco scénaristique. Attention, je ne dis pas que tous les plans évoqués doivent aboutir, ni que tous les blasters de Chekhov doivent faire feu, mais disons qu'on peut en ressortir avec une impression de tout ça pour ça quand même, surtout après l'épisode 3. Et puis pour y revenir, comme promis, on nous met quand même tout le monde dans un danger de mort imminent ou presque, et finalement tout le monde s'en sort sans presque une égratignure. C'est un
peu frustrant. Après avoir découvert que Mandalore pourra finalement devenir un Center Parcs parce que le cycle de la vie et tout ça, on en revient à l'armurière qui n'est absolument pas une traîtresse et qui accompagne Bo-Katan dans une littérale chevauchée des Valkyries spatiales. Brandissant son marteau divin, la dernière communiste de Star Wars fait des ravages dans nos cœurs et nous interdit toujours de voir son visage. Quelle torture, mes amis. Mais bon, attendez un instant, là, pourquoi il y avait un pluriel au titre espion de l'épisode 7 ? Est-ce qu'on serait pas un petit peu fichu de nos poires ? Bon, c'est pas grave, Bo-Katana découpe des sashimi de faux mandaloriens en volant, et ça, c'est quand même super stylé. Je ne sais pas combien Mando a de points de vie, ni combien il en régénère par round, mais je peux vous dire que son armure doit avoir une cuve Bacta Express intégrée parce qu'il encaisse des coups qui auraient tué une vingtaine de gardes en Beskar. On a quand même cette lance de garde prétorien qui le transperce, visiblement, mais ensuite, ça va. Vous allez dire que je pinaille, mais bon, faut bien que j'analyse un minimum ce que je vois, sinon qu'est-ce que je fous là ? Alors oui, par contre, quand Grogu s'est retrouvé isolé avec les 3 gardes, j'étais en panique et j'ai beaucoup apprécié la puissance que confie enfin à un personnage une armure de type exosquelette à servomoteur qui démultiplie sa force. Et là, bien sûr, je parle de Moff Gideon avec son armure noire. Et puis cette lance violette contre le sabre noir, c'était vraiment beau, encore une fois, avec une véritable charge émotionnelle dans ce combat de Bo-Katan pour laver son honneur. Malheureusement difficile de parler d'affrontement équitable face à un Terminator en puissance. Depuis la première saison, ça ne change pas, l'intensité est toujours à son paroxysme quand Mando donne tout pour protéger Grogu, même si au final, ils se protègent mutuellement depuis le début. Alors franchement, on pouvait se demander si l'armure de Grogu serait mise à contribution par un coup apparemment mortel en mode Frodo dans la Moria, mais non. Même pas. L'image de Din Djarin et Bo-Katan ensemble protégés des flammes par Grogu, ça faisait chaud au cœur et un peu aux fesses quand même. On reste un peu dans du déjà vu, mais au moins on n'invente pas à la volée des pouvoirs que Grogu n'aurait jamais exprimés auparavant. C'est appréciable. Mais alors, est-ce que Moff Gideon est mort pour de bon ? Là, j'espère vraiment. Pas fan de cette disparition en mode fin ouverte qui renforcerait encore plus une ressemblance avec un Darth Vader Wish au rayon rôtisserie. La cadence de l'épisode était vraiment intense avec une durée aussi courte et on passe de la rage des flammes à la paix des sources souterraines pour la cérémonie de Ragnar et Grogu. L'adoption officielle de Grogu par Mando était un passage attendu depuis longtemps, mais pas moins touchant pour autant. Seul petit problème technique, le nom Din Grogu n'a a priori aucun sens puisque Din c'est le prénom et Djarin le nom. C'est du moins la structure qu'on retrouve chez tous les autres Mandaloriens connus, que ce soit Django et Boba qui sont bien les prénoms des fêtes, ou encore Bo-Katan et Satine qui sont les prénoms des sœurs Kryze, ou enfin Paz et Prey, les prénoms des Vizsla. Djarin Grogu, ça sonne peut-être moins bien, mais un peu de cohérence n'aurait pas été de refus à ce niveau. La conclusion de la saison pose directement les bases d'un retour à des aventures épisodiques au service de la Nouvelle République, tandis que le petit havre de paix sur Nevarro pourrait clairement servir de conclusion parfaite et définitive aux aventures de ces deux personnages devenus emblématiques. Car oui, il faut quand même le reconnaître, malgré les multiples réserves qu'on peut avoir sur les aspects scénaristiques, on ne peut que souligner la capacité de la série The Mandalorian à créer de nouvelles icônes pour cet univers pourtant déjà mythique, et ce n'est pas peu dire. On sait déjà que les choses ne s'arrêteront pas là, puisque Jon Favreau a déjà écrit la saison 4. Au-delà, on a donc appris le projet de film de Dave Filoni qui fera converger les différentes séries récentes, du moins celles qui se déroulent à la même époque, forcément. Nous n'avons pas eu de teasing post-crédit avec l'amiral Thrawn en mode Thanos, et pourtant, on peut déjà commencer à craindre l'impact que pourrait avoir sur les séries les nécessités scénaristiques du crossover annoncé. Espérons donc que l'ambition de chacune des séries prises indépendamment ne sera pas sacrifiée sur l'autel de ce film choral à venir. On peut notamment s'interroger sur ce que proposera la série Ahsoka, et nous verrons bien si elle en gardera trop sous le coude ou si elle sera aussi généreuse qu'on peut l'espérer. Je vous rappelle qu'on se retrouve ce vendredi soir, le 21, en live sur Twitch à 21h15 pour cette rencontre incroyable avec deux grandes figures de la fantasy, et en particulier pour la Roue du Temps. Le lien vers la chaîne Twitch est en commentaire épinglé et en description. Encore une fois, ne ratez pas ça. Sur un autre registre, une vidéo d'analyse de fond sur la période Daniel Craig de James Bond arrivera très vite sur la chaîne, et j'espère que vous serez nombreux et nombreux à lui faire bon accueil. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!